Un Sénégal juste, prospère et souverain, c'est l'ambitieux programme du gouvernement du Sénégal. Le Sénégal 2050 a été donc lancé de manière officielle ce matin à Diamniadio par le président Bassirou Diomaye Faye en présence de son Premier ministre Ousmane Sonko. Un référentiel qui sonne comme un tour décisif du pouvoir public, économique mais également politique. Finactu, édition spéciale, donc revient sur ce référentiel du Sénégal 2050. Et pour en parler, je reçois notre chroniqueur maison. Il est également spécialiste en économie, c'est M. Éric Ndour. Bonsoir Éric. Bonsoir Sabardo. Alors, tout l'attelage gouvernemental s'est réuni ce matin à Diamniadio autour de ce qu'on appelle un référentiel de Sénégal 2050. Est-ce que ce sont des moments quand même importants dans la vie d'une institution étatique? Absolument. Si on voit un peu la trajectoire de ce nouveau régime, il va sans dire que cet exercice vient à son heure, d'autant plus que les Sénégalais n'ont pas encore écouté ou bien n'ont pas encore eu l'occasion de découvrir véritablement la action politique générale du Premier ministre. Il va sans dire qu'un pays a besoin de baromètre. Un pays a besoin également de plans d'action, un pays a besoin de référentiels, parce que tout simplement, il y a un objectif à atteindre à court, moyen et long terme. Et raison pour laquelle je crois que le référentiel qui nous a été proposé est un processus normal dans le vécu démocratique de tout un peuple. Absolument, ça c'est important. Et pour camper le débat, on va voir un élément, parce que notre équipe également était présente ce matin à Diamniadio également pour vous faire vivre cet temps fort de ce référentiel. On va avec la complicité de la régie. Monsieur le Premier ministre a pratiquement résumé ce qui a caractérisé depuis l'indépendance le Sénégal. Comme il l'a rappelé, avec une hausse du PIB par habitant de seulement 0,4% sur la période, avec une gouvernance qui a bridé le développement, et il l'a rappelé, avec une baisse, en atteste une baisse de l'indice de perception de l'administration publique de 11 points de pourcentage. Également, on l'a senti, depuis l'indépendance, on a eu 3 crises cycliques d'endettement. 3 crises cycliques d'endettement, c'est ce qui caractérise, ce qui constitue un cercle vicieux de l'endettement. Donc, il y a eu les ajustements structurels, l'initiative également PPTE, et dernièrement, nous en sommes à plus de 85% du PIB en termes d'endettement. Une population active également avec une faible productivité, pratiquement un tiers des actifs sont occupés, et un modèle social qui est inéquitable. En atteste le rang du Sénégal, 169e sur 192, situant le Sénégal parmi les 25 pays à développement humain les plus faibles. Et également un manque de résilience avec un développement durable véritablement fragile. Donc ce diapo véritablement caractérise le Sénégal avec un ensemble de fragilités et une dépendance économique structurelle. On était en 1960. Au Sénégal, nous avions un PIB par habitant qui était autour de 307 $. Ce PIB par habitant n'a été multiplié que par 5. Au même moment, des pays qui étaient autour de ce PIB par habitant de 307 $, ou bien même plus faibles, ont eu leur PIB par habitant être multiplié par 4, par 33, et même pour la Corée du Sud par plus de 100. Le Sénégal également est caractérisé par une croissance avec un secteur tertiaire qui occupe l'essentiel de l'économie, pratiquement 60% depuis l'indépendance. Le primaire est très faible, entre 16 et 24%, et un secteur secondaire qui est très faible, autour de 20%. Et le secteur tertiaire est caractérisé par une prépondérance de l'informel, le secondaire par des chaînes de valeur qui sont relativement très faibles, et un secteur primaire qui peine à décoller.
Le Sénégal également est caractérisé par un nombre très faible d'entreprises, essentiellement de très petite taille. On l'a vu ici, on est en termes de part à 90% pour les très petites entreprises pour lesquelles le chiffre d'affaires tourne autour de 10 à 20, qui ne dépasse pas en tout cas 100 millions de chiffre d'affaires. Et quelque chose également qui caractérise le Sénégal, c'est qu'on a très peu d'entreprises formelles. Lorsque, pour le cas du Maroc ou du Singapour, on est à 500 entreprises pour 10 000, ou bien à 700 entreprises pour 10 000, pour le Sénégal, on n'en est que à 10 entreprises. Donc le tissu industriel est très faible, il y a très peu d'entreprises et elles sont également de très petite taille. Le Premier ministre l'a rappelé, le secteur informel crée très peu d'entreprises, alors que c'est le secteur privé qui devrait créer les emplois. Donc 17%, au moment où le public est à 33%, pratiquement le double, et un secteur informel qui occupe pratiquement la moitié des emplois qui sont créés. La productivité également du Sénégal est très faible. L'innovation, en atteste l'innovation qui, en rouge, on le voit, en rouge qui parfois même, sur les différentes périodes, est négatif. Moins 1% sur la période 1981-1993 et même sur la période 2000-2010. Donc c'est une productivité globale de l'économie qui est très faible. L'innovation, en somme, est très faible au Sénégal. Merci beaucoup la régie. Retour donc sur le plateau. Monsieur Éric Ndour, vous avez suivi avec nous en tout cas cet élément sur le diagnostic, on va dire, de ce référentiel Sénégal 2050. Alors aujourd'hui, donc, le gouvernement se projette sur les 25 prochaines années à venir pour faire du Sénégal un pays quand même souverain, un pays juste, mais également un pays prospère. À votre avis, est-ce que quand même d'ici à 2025, 2050, dans les 25 prochaines années, le Sénégal peut être souverain? Bon, tout dépendra maintenant des actions qui seront menées. Parce que comme disait l'autre, la pensée sans action n'est que paralysée. Mais toute action menée sans une bonne stratégie est vouée à l'échec. Il va sans dire que dans le cadre de leur déploiement, ils ont déjà fait un diagnostic. Et à la lumière de ce qu'on a vu tout à l'heure, on peut dire que, sans risque de se tromper, que c'est un diagnostic assez alarmant à plusieurs niveaux. Le diagnostic aujourd'hui expose un niveau d'endettement assez élevé avec un cercle vicieux d'endettement. Cela expose également plusieurs fermetures d'entreprises avec des PME qui peinent maintenant à décoller, à produire une valeur ajoutée réelle pour la population. Ils ont fait également un diagnostic du modèle économique qui n'est pas totalement adapté aux aspirations ou bien aux préoccupations linkées à la demande sociale. Mais également le secteur de la santé a été diagnostiqué, l'éducation. Grosso modo également, ils ont fait part du niveau d'endettement, pas du niveau d'endettement global, mais rapporté un peu à ce déficit. Globalement, je crois qu'ils ont fait quand même état du profil de notre économie qui impacte bien entendu sur le vécu quotidien des Sénégalais à travers notre indice de développement humain qui est extrêmement faible. Le rang également du Sénégal sur 190 pays pauvres, je pense, on est 163e. Également le taux de chômage qui ne cesse de grimper. Alors c'est ce diagnostic-là que le nouveau régime a fait état. Pourquoi c'est important ce diagnostic? Ça permet simplement de pouvoir faire un SWOT, voir les opportunités et les menaces, les forces et les faiblesses de ce pays-là et pouvoir maintenant se projeter et apporter aux besoins des mesures coercitives et puis, in fine, comme ils le disent, engager une transformation systémique. Et par là, je crois que les attentes sont extrêmement fortes à plusieurs niveaux. Je vous donne simplement du point de vue de l'éducation, de la santé, du transport, etc.
Alors, tout le Sénégal devrait être maintenant en chantier. Maintenant, il va sans dire que c'est à eux maintenant d'apporter les solutions et voire même de décliner une matrice des actions prioritaires sur laquelle ce gouvernement pourra s'appuyer pour impulser un développement économique, pour également distribuer de l'espoir. C'est extrêmement important, d'autant plus que nous avons une population assez jeune. Tout à fait. Et c'est une population qui a besoin de repères. C'est une population également qui a besoin d'emploi, qui a besoin également de se mouvoir et de se reconnaître dans ce qui se fait de bien dans les autres pays. Et je crois fondamentalement que ce gouvernement a énormément de chantiers et ce diagnostic, je crois, est bien fait. Hein. Maintenant, appartiendra peut-être au Premier ministre, au Président de la République, véritablement de mettre tous les atouts de leur côté pour pouvoir répondre favorablement aux préoccupations et aux demandes des Sénégalais. Absolument. Alors la mission du gouvernement est de rendre, on va dire, plus compétitive notre économie au niveau international. Alors aujourd'hui quand même, est-ce qu'on peut dire ou bien penser que tout ce qui a été fait jusqu'ici n'a pas eu l'effet escompté? Je pense bien sûr au plan Sénégal émergent, dont d'aucuns parlent d'une copie du PSE. Est-ce qu'aujourd'hui quand même, le gouvernement mise sur d'autres résultats, on va dire beaucoup plus concrets, pour quand même hisser le Sénégal à un niveau supérieur? Parce que vous l'avez dit, hein, le Sénégal en 2023 a été classé parmi les pays les plus pauvres. Absolument. Je crois que le PSE en soi n'a pas été un échec total. Même s'il est vrai que sur l'échéancier 2035, je pense qu'il y avait beaucoup d'années avec des réalisations qui étaient prévues, qui malheureusement, avec l'alternance survenue, peut-être au nom du principe de la continuité de service, espérons que ce gouvernement ne va pas jeter le bébé et l'eau du bébé, comme on le dit. Je crois qu'il y a quand même des acquis très forts. Je crois également qu'il y a des points positifs sur le PSE et j'en veux pour preuve. Hein. Sur le PSE, l'axe premier, c'était la transformation structurelle de notre économie. Cela veut dire quoi? On avait une économie extravertie où la valeur ajoutée était exportée, les bénéfices étaient exportés. En fait, ça ne revenait pas aux populations ou bien aux consommateurs final. Comme quelqu'un disait, en général, quand on dit économie extravertie, on dit que l'économie ne se mange pas. Mais quand c'est extraverti, ça se mange, mais ça se mange à l'extérieur. Alors les Sénégalais, on n'avait pas un impact certain dans notre vécu quotidien par rapport à cette économie extravertie. Et le PSE avait l'ambition de corriger ces impondérables, maintenant en s'appuyant d'abord sur le secteur primaire. Parce qu'il pense-t-il qu'avec le développement de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, il y aurait un effet de ruissellement sur les emplois et puis le secteur privé national allait véritablement avoir un nouveau bond. Et ça allait permettre également une certaine industrialisation, même si c'est à petite échelle, mais sur l'horizon 2035, on pourrait atteindre quand même l'industrialisation. Donc sur ce point-là, je crois que ils ont compris qu'il faut aller vers cette transformation structurelle de notre économie, mais eux, ils veulent quand même le faire sous un autre format, s'appuyer sur le secteur secondaire et puis sur le secteur primaire. Mais l'un dans l'autre, il n'y a que la finalité qui compte. La finalité, est-ce qu'aujourd'hui, en termes de revenus par habitant et par tête, est-ce que les Sénégalais véritablement ont de quoi aller au marché? Est-ce que les Sénégalais ont de quoi nourrir leurs enfants? Est-ce que les Sénégalais ont de quoi payer pour leurs enfants les scolarités? Et je crois que c'est là où on doit véritablement migrer. C'est un développement endogène et qui impacte sur le vécu quotidien des Sénégalais, où les gens pourront véritablement voir des entreprises naître, avoir des champions nationaux et compétir valablement au niveau, dans un premier temps, au niveau de l'UEMOA et puis au niveau de la CEDEAO, parce que je pense qu'on est bien armé quand même pour pouvoir porter haut
le flambeau du Sénégal sur tous les plans. Tout à fait. Alors le Sénégal 2050, c'est une vision portée par en tout cas nos nouvelles autorités. Et elles l'ont également dit ce matin, elle sera également portée par une jeunesse qui sera là en tout cas pour porter les flambeaux. Alors, c'est une vision. Est-ce qu'aujourd'hui quand même, cette vision doit être portée par l'État à lui tout seul ou bien par toute une nation quand même pour que notre économie soit vraiment compétitive au niveau international? Oui, je crois que ça doit être porté par tout le monde et puis peut-être on y reviendra plus tard sur le plan d'action où le secteur privé est appelé à jouer un rôle majeur. Mais quand même sur la vision, je crois que c'est assez réaliste. C'est assez réaliste parce que déjà ce gouvernement s'appuiera déjà sur une économie compétitive et inclusive. Il y a également surtout l'aspect de la bonne gouvernance qui sera de mise. Il y a également un autre axe qui me semble extrêmement important, c'est l'aménagement des territoires avec bien entendu des pôles territoriaux de développement. Autant d'axes qui font qu'aujourd'hui l'espoir est permis. Mais comme j'ai dit, ils seront jugés par rapport aux actes. Une vision, c'est d'abord avoir de l'ambition. Et dans la vision, ce que je retiens, c'est quand même un nouveau modèle économique axé sur l'être humain, sur le travail. Et je crois que avec les échéanciers qu'ils ont mis dans 25 ans, si le Sénégal se met à travailler, compte tenu bien entendu des chocs exogènes, parce que vous savez le PSE a été ralenti par la Covid, après il y avait la guerre en Ukraine et en Russie. Il est vrai que les limites de cette vision, je vois simplement que ça pourrait être impacté par des chocs exogènes, c'est vrai qu'ils n'ont pas pris ça en compte, mais également l'autre aspect qu'il faudra surtout prendre en compte, c'est l'évolution démographique du Sénégal. Quelqu'un disait que d'ici 20 ans, la population sénégalaise risque de doubler. Et c'est d'autres besoins qui vont se présenter. C'est pourquoi l'approche de la souveraineté alimentaire me paraît extrêmement cruciale à réaliser, d'où cette nécessité-là d'impulser une dynamique positive dans le secteur agricole. Ça c'est important, M. Ndou, et on va rester dans cette vision. Elle est portée à bout de bras, comme on dit, par les autorités, par le président, mais également par son Premier ministre. Une vision, c'est bien, mais également il faut des fondamentaux. Et on l'a également souligné à Diamniadio ce matin lors de cette présentation de ce référentiel. On va regarder un élément sur la vision de ce Sénégal 2050 et on revient sur le plateau. Pour l'objectif quinquennal, pour les 5 prochaines années, l'objectif est le suivant. Le gouvernement ambitionne de promouvoir un développement endogène porté par des territoires responsabilisés, viables et compétitifs et jetant les bases de la souveraineté. Dès les 5 premières années, les bases de la souveraineté seront jetées. Et cet objectif est articulé autour des 4 axes stratégiques qui ont été présentés d'ailleurs brillamment par l'équipe de Thiaroye, je pense, c'est ça. Ils ont brillamment présenté vraiment ces 4 axes stratégiques et repris par M. le Premier ministre ainsi que par M. Victor Ndiaye. Mais pour adresser ces 4 axes stratégiques, il y a 6 défis majeurs qu'il convient vraiment d'adresser au préalable. C'est ce qui fonde la définition des 4 axes stratégiques. Ces 6 axes majeurs, le premier axe, nous souhaitons que le pays dispose d'un capital humain de qualité. Et nous savons tous que c'est le tendon d'Achille du Sénégal. Nous souhaitons disposer d'un capital humain de qualité, ce qui signifie que nous souhaitons avoir une population bien éduquée, bien formée, en bonne santé, bien nourrie. C'est fondamental, c'est le tendon d'Achille, c'est la principale raison pour laquelle nous occupons encore le peloton de derrière dans le classement de l'IDH. Et ça, c'est fondamental d'adresser ce point. Mais également, quand on a fait le diagnostic, on a vu en réalité qu'il y a un problème d'équité sociale. Si vous voulez savoir, un Sénégalais, en moyenne, est-ce qu'il est plus riche que l'autre? Regardez où est-ce qu'il vit.
Plus il est vers l'ouest, il a plus de chances d'être riche. Plus il est vers l'est, il a moins de chances d'être riche. Nous avons remarqué, la pauvreté, c'est 9% à Dakar, c'est 57% à l'est carrément du pays. Donc il y a des problèmes d'équité sociale, parce que le système de protection sociale n'est pas bien garanti. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut adresser. Le deuxième défi majeur qu'il convient d'adresser, c'est la construction d'un modèle de développement endogène. Il nous faut un modèle de développement porté par le pays, porté par le secteur privé national. Nous voulons un modèle de développement endogène. Ça a été une doléance, elle a été bien prise en charge dans la définition des défis. Un modèle de développement endogène à partir des pôles territoires. Mais le Sénégal n'envisage pas l'autarcie. Le Sénégal n'envisage pas l'autarcie. C'est dans un environnement ouvert sur l'extérieur, de concurrence dans les pays de l'UEMOA et de la CEDEAO, puisque le Sénégal, effectivement, doit souscrire à tous ses engagements régionaux et internationaux. Ça, c'est le deuxième défi. Le troisième défi, c'est un défi structurel que nous adressons dans ce pays depuis plusieurs années. C'est le défi du financement de l'économie. Nous souhaitons un financement adéquat de l'économie. Dans les pays développés, le financement de l'économie n'est pas une contrainte fondamentale. La contrainte, c'est de disposer d'un projet bancable, rentable. Ici, le financement de l'économie, c'est une épine. C'est une épine pour l'entrepreneuriat. Nous souhaitons disposer d'un financement de l'économie adéquat tout en maintenant les équilibres macroéconomiques. C'est dans un cadre macro-budgétaire défini, assaini. Ça, c'est le troisième défi fondamental que nous comptons adresser. L'autre défi, c'est un défi national et régional, et même peut-être international par les temps qui courent, c'est le défi de la stabilité nationale. C'est fondamental. Nous ne pouvons rien faire dans un pays s'il n'y a pas de stabilité nationale. Et nous savons bien qu'au niveau régional comme international aujourd'hui, les menaces sont fondamentales. Il faut les adresser. C'est un des défis que le Sénégal ambitionne d'adresser pour déjà les 5 prochaines années. L'autre défi, c'est la bonne gouvernance. On en a parlé. Il n'y a pas de possibilité d'envisager un programme de développement sans qu'il y ait vraiment la bonne gouvernance. C'est fondamental. C'est ce qui explique le triptyque Djoub, Djoubol, Djoubanti. C'est le défi de la bonne gouvernance qui permet de renforcer la confiance des citoyens vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des élus, vis-à-vis de toute l'administration publique. Confiance qui a été érodée, et vous l'avez remarqué dans le diagnostic, nous avons perdu 11 points de confiance rien que pour les 4 dernières années. Et ça, c'est difficile de pouvoir engager un développement endogène et inclusif quand il y a perte de confiance des citoyens vis-à-vis des institutions. L'autre défi également que nous adressons, c'est le défi de l'innovation. Il faut promouvoir l'innovation scientifique et technologique. La souveraineté, c'est fondamental. Mais si on ne promeut pas l'innovation scientifique et technologique, nous ne pourrons pas être totalement souverains à terme. C'est fondamental. Tous les pays en développement doivent faire l'effort de renforcer l'innovation scientifique et technologique. Les dépenses en recherche et développement doivent être fondamentalement améliorées dans les pays. Et le Sénégal se fixe comme pari de relever ces défis. Voilà donc, retour sur le plateau donc, pour parler toujours de cette action menée par l'État ce matin avec le référendum du Sénégal 50, une vision mais également un espoir. Et aujourd'hui, tout un peuple a été à l'écoute, en tout cas des discours qui ont été prononcés à Diamniadio avec les autres même pour nous faire adhérer à ce programme, cet ambitieux programme de Sénégal 2050. Tantôt vous avez fait allusion de l'espoir. Aujourd'hui même, le Sénégal avait perdu l'espoir, mais avec les nouveaux dossiers. On peut penser que l'espoir peut être permis, mais également avec cette vision de ce Sénégal 2050 qui ferait du Sénégal un pays souverain. Est-ce que cela voudrait également dire que d'ici à 2050, le Sénégal peut compter sur ses fils, peut compter en tout cas sur son économie et ne plus dépendre, on va dire, de l'économie des mains étrangères? Absolument. Maintenant, ça dépendra de la réussite qu'il aura sur les axes. Tout à l'heure, on parlait d'économie compétitive. On a aujourd'hui la chance d'avoir le pétrole et le gaz. Aujourd'hui, on a un défi énergétique à relever. Vous savez, l'énergie,
dans le cadre du développement des PME, l'énergie joue un rôle crucial dans la détermination des résultats parce que c'est des coûts à supporter. Aujourd'hui, si l'État parvient à réduire cette facture énergétique-là, c'est déjà quelque chose, et même à pouvoir même maintenant faire accéder à à résoudre les besoins socio-économiques de base dans certains villages, je crois que ce sera une très très grande satisfaction. Mais au-delà de ça également, il y a l'aspect sanitaire qui se pose avec équité, où on a l'obligation aujourd'hui de relever un peu le plateau médical. Il va sans dire que le secteur de l'éducation également est porté à bout de bras par ces autorités-là. Mais derrière ce qui est recherché, c'est qu'il y ait une adéquation entre la formation et le marché de l'emploi. Parce que vous savez, on le dit en général, l'économie poursuit quelques objectifs. Il y a d'abord la croissance inclusive, il y a la réduction du taux de chômage, il y a l'équilibre de la balance commerciale et la maîtrise de l'inflation. Alors, sur la partie réduction du taux de chômage, il faut fondamentalement un changement de paradigme. Il faut d'abord que l'éducation joue son rôle, mais également il faut que le secteur privé national joue son rôle. Si vous voyez un peu les statistiques, seulement 17% des emplois sont portés par le secteur privé national. Et je crois qu'on doit pouvoir maintenant arriver à 50%. Mais tout dépendra également de l'environnement des affaires. Et il va sans dire qu'il faut que le Sénégal soit beaucoup plus attractif qu'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, favorisant en même temps également les investissements privés directs. Ça pourrait quand même contribuer non seulement à booster un peu l'emploi, mais quand même à participer au développement de notre PIB. On a un PIB assez faible. Si on aspire véritablement à devenir un pays émergent, parce qu'on est très très loin des standards des pays émergents, parce que comme disait l'autre, pour qu'on parle d'émergence, il faut d'abord sortir la tête de l'eau et puis sortir du lot. Mais je crois qu'on n'a pas encore sorti la tête de l'eau. Mais quand même, je crois que sur les axes stratégiques, sur les déclinaisons stratégiques qui ont été développées, si on parvient à les réaliser, voilà, le Sénégal quand même pourrait devenir un pays émergent et pourquoi pas la première économie de l'Afrique de l'Ouest. En conjuguant, on va dire, nos efforts avec l'étranger, l'Occident, ou quand même en revoyant nos rapports entre... Parce que quand même, tantôt on a souligné que depuis 1960 jusqu'à présent, on est toujours resté dans les carcans de la domination, on va dire, de la politique étrangère. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce Sénégal 2050, l'idée quand même, c'est quand même d'aller de faire cavalier seul ou de revoir nos relations avec l'étranger tout en privilégiant, bien sûr, les fils du Sénégal et en faire de futurs champions nationaux? Moi, je crois qu'il serait hasardeux et dangereux de faire cavalier seul, parce qu'on ne peut pas vivre en autarcie à cette époque-là. Je crois que fondamentalement, comme disait Saint, il faut d'abord raciner et sourire. Moi, je migrerais plutôt pour l'option d'abord qu'on puisse renforcer notre secteur privé national. Pas du nationalisme, mais surtout renforcer, même s'il faut avoir une discrimination positive pour le secteur privé national, il va falloir qu'on le fasse. Et puis revoir maintenant le type de partenariat qu'on a, parce que les États doivent pouvoir maintenant engager des partenariats dynamiques et gagnant-gagnant. Il va sans dire que si on a une très très bonne, ou bien si l'environnement des affaires est propice, les entreprises mornées qu'on note par-ci et par-là, la faiblesse également du secteur privé qu'on note par-ci et par-là, je crois qu'on pourrait entamer déjà une solution pour pouvoir au moins booster tout ce qui est création d'entreprises, encadrement également des PME et des PMI. Et on sait que ces entreprises-là participent d'une manière ou d'une autre au développement du tissu local. Tout à fait. Alors le Sénégal 2050, peut-on tenter de dire que c'est une déclinaison stratégique du projet
le projet de PASTEF, en tout cas qui a été beaucoup mis au devant de la scène en épiloguant sur le projet. Est-ce qu'avec ce Sénégal 2050 quand même, on peut dire que ça, c'est le PASTEF, mais quand même l'État vient de matérialiser un projet parmi tant d'autres? Oui, je le pense, même si que parfois je me pose des questions parce que le projet qui nous a été proposé et qu'on attendait avec impatience, aujourd'hui on dit que ça voit le jour, mais les personnes qui ont un peu encadré la rédaction de ce projet, peut-être il y a 2-3 personnes qui sortent du lot et qui avaient travaillé avec le PSE, avec le président Macky Sall, mais quand même c'est une déclinaison. Vous savez, dans la vie, il faut toujours rêver. Et il n'est pas interdit également de rêver, d'avoir des ambitions, de voir très très grand, au grand bénéfice de la population sénégalaise. Mais je pense fondamentalement que c'est une suite logique également. Le Sénégal ne pouvait pas rester sans référence, soit écrit par PASTEF, soit écrit par un cabinet, soit écrit par voilà, des cadres, etc. L'essentiel, c'est que ce référentiel-là soit apte à répondre favorablement aux préoccupations des Sénégalais. Et je crois qu'aujourd'hui, ils l'ont fait. Ils l'ont réussi quand même. Absolument. Alors, parlant de réussite de ce référentiel également, il faudrait également miser sur des plans d'action stratégiques pour arriver à bout de ce référentiel. Ce matin, il n'y avait pas que l'État qui était à Diamniadio, mais également il y avait, on va dire, une assistance assez hétéroclite, avec même le secteur privé qui était là. Ça, c'est extrêmement important pour la réussite de ce référentiel, les privés. Ah oui. Vous savez, l'initiative privée porte la richesse d'un pays. Et cette initiative privée, c'est le secteur privé national. Il a été heureux de constater que sur les moyens qui doivent pouvoir financer tout ce qui est ce plan Sénégal Horizon 2027, une part belle a été réservée au secteur privé national. Je pense qu'il sera demandé au secteur privé national de participer à hauteur de 5 500 milliards dans le cadre de ce financement. Et je crois que c'est une très bonne initiative, même si je pense que si les banques ne suivent pas également dans le cadre des financements du secteur privé national, il serait extrêmement difficile de mobiliser cette somme. Bon, l'État nous parle d'un financement à hauteur de 12 400 milliards qui serait possible à faire à travers un financement public pur. Maintenant, reste à savoir quelle serait maintenant la part belle à réserver sur le marché financier international, parce que ça reste une énigme. Maintenant, on attendra quand même de voir. Mais le secteur privé national, je crois que c'est le moment ou jamais. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous verrez que les nationaux portent un peu leur pays. Bon, au niveau également de l'Afrique du Nord, c'est la même chose. Au niveau de l'Afrique du Sud, au niveau du Nigeria également, vous voyez qu'ils sont extrêmement nombreux, les nationaux qui sont là-bas, qui portent à bras le corps le secteur privé national et qui supportent également l'économie de leur pays. Et je crois que si l'État offre une brèche, ce serait une très bonne chose. Maintenant, c'est vrai que le défi organisationnel du secteur privé national se pose avec acuité, même si dernièrement, on a assisté à des fusions-absorptions et je crois qu'il va falloir aller dans les joint ventures pour pouvoir véritablement apporter sa pierre à l'édifice, à la construction d'un Sénégal prospère et souverain. Autrement dit, c'est le privé qui crée de la valeur, qui crée des emplois. Absolument. C'est le privé qui porte même la croissance. Vous savez, quand on parle de PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Et les valeurs ajoutées, en général, sont produites par les entreprises. Si aujourd'hui, on est à 15 000 milliards de PIB, presque 90% sont portés par l'État, par le secteur privé, parce que c'est des services marchands. Il est vrai qu'on a d'autres services non marchands, mais il nous faut renforcer notre secteur privé national parce qu'il y va même de cette économie compétitive et inclusive. Et ce qui est intéressant, dans leur responsabilité sociétale et environnementale, ce secteur privé national également joue un rôle extrêmement important. Mais derrière, il faut qu'il
qu'ils gagnent des marchés, qu'ils puissent avoir du profit. Et puis, ils payent l'impôt, hein, ce secteur-là, ils payent l'impôt, nourrit le Sénégal. Derrière également, il faut les aider à aider. Ça, c'est important. Il faut les aider à aider. Alors, si je comprends bien, la réussite, en tout cas de ce référentiel de 2050, dépend en grande partie de la réussite des plans d'action. Absolument, absolument. Un plan d'action, c'est juste une stratégie, quoi. Une stratégie, l'ensemble des actions avec échéance et puis avec des responsabilités à situer en cas de défaillance et même en cas de réussite. Je crois qu'ils l'ont compris et s'il y a un suivi, s'il y a un monitoring régulier à faire sur les actions à mener, en tenant compte maintenant des objectifs de départ et une évaluation à faire peut-être à mi-parcours bien, ou bien tout dépendra maintenant, je ne sais pas s'il y a un comité de veille ou bien qui va monitorer tout ça, parce qu'avec le PICE, on avait un bureau. Maintenant, il est important de monitorer, de contrôler, d'évaluer les actions et de réajuster aux besoins. Parce que vous savez, c'est juste une idée. Et derrière, s'il y a des nécessités de réajuster, de revoir. Exactement. Mais je voulais en venir parce que quand même, 2050, c'est dans les 25 prochaines années. Là également, on parle de plan quinquennal de 2025 à 2029 et que ce sera le moment également de réajuster, de mettre des projets et si ça ne marche pas, de réajuster, d'affiner jusqu'à quand même arriver à bon port. C'est extrêmement important. Et tout à l'heure, je vous parlais des chocs exogènes. Au moment où le gouvernement de Macky Sall présentait le PSE, il n'avait pas pris en compte la dimension de la Covid, ni de la guerre russo-ukrainienne. Alors, c'est ce qui fait que parfois, il y a toujours des plans intermédiaires de relance qui prennent en compte, c'est vrai, les objectifs de départ, mais qui prennent en compte les réalités du moment. Parce que parfois, il y a des faits dans le monde qui font que voilà, les prévisions peuvent être retardées. C'est le cas en 2008 avec la crise des subprimes qui s'est déroulée aux États-Unis. Voilà, là, fondamentalement, c'est des faits qui impactent et qui dérèglent un peu l'économie mondiale. Et là, il faut quand même une capacité de résilience, une capacité d'adaptation et puis une ingéniosité pour pouvoir se réinventer, se réadapter et maintenant décliner une nouvelle stratégie capable de répondre aux aspirations des populations. Tout à fait. Alors, est-ce même au-delà du Sénégal, ce sont des genres de projets quand même qui peuvent, en tout cas, faire prospérer, on va dire, le continent africain? Que chaque pays puisse avoir son propre projet, son propre référentiel. Peut-être l'Afrique, d'ici à quelques années, sera hissée à un rang beaucoup plus... Oui, maintenant les modèles diffèrent des zones. Aujourd'hui, ce qui est valable au Sénégal peut ne pas être valable en Gambie, par exemple, parce que nous, on a le pétrole, on a plus de terres irrigables, on peut porter notre agriculture, on a plus d'ouverture également sur le monde extérieur. Ce qui est valable au Sénégal peut ne pas être valable en Côte d'Ivoire. Là-bas, on a le cacao. Ce pays-là est le premier exportateur, je pense, de cacao. Donc, ça diffère. Et puis, pour revenir un peu chez nous, vous savez, sur les 8 pôles territoriaux, les pôles de développement, chacun a sa spécialité. Et chacun peut, en fonction de sa richesse naturelle, développer quelque chose. En fonction également de ses réalités culturelles. Voilà, au centre, on peut toujours développer le tourisme religieux. Ce n'est pas ce qu'on peut faire sur le tourisme balnéaire. Au niveau de Thiès, on a les industries extractives. On a également la cimenterie à développer. Dans la zone sud et peut-être dans la zone nord, où il y a une possibilité d'irrigation sur des céréales ou bien sur des filières à forte valeur ajoutée. Voilà, donc chaque pays. Mais quand même, on peut toujours donner l'exemple, parce que la pédagogie par l'exemple est extrêmement important. Aujourd'hui, si le plan marche, peut-être d'autres pourront l'adapter à la réalité de leur pays
Et là, cette jonction-là pourra se faire avec, bien entendu, d'autres outils, parce que l'Afrique est forte que si elle est unie. Ça, c'est une très belle formule, hein, monsieur Éric Ndour. Alors, j'appelle que nous recevons notre chroniqueur de maison, spécialiste en économie, Éric Ndour, pour parler et revenir un peu sur cette, on va dire, le référentiel de Sénégal 2050, lancé ce matin par l'État du Sénégal, en présence du président, mais également de son Premier ministre. Sénégal 2050, pour rendre, en tout cas, notre pays souverain, juste, mais également prospère. Alors, monsieur Ndour, vous l'avez tantôt également évoqué, l'espoir peut être permis avec ce référentiel. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, quand même, le Sénégal en entier, on va dire, regarde, ou bien est tout oui pour quand même ce référentiel? C'est vrai, d'ici 2050, c'est dans les 25 prochaines années, c'est pas demain la veille comme on dit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse, quand même, qui est un élément central, pour ne pas dire essentiel, en tout cas dans les politiques du gouvernement, la jeunesse occupe une place importante dans ce référentiel, mais également c'est décliné en 4, en tout cas, grands axes, parmi lesquels il y a une part réservée à la jeunesse, mais également à la durabilité. Aujourd'hui, le Sénégal c'est à une place quand même prépondérante pour répondre à certains besoins. Vous l'avez tantôt également évoqué, il y a la problématique du chômage des jeunes, mais aujourd'hui il y a les terres à cultiver, il y a un peu de tout quand même pour que le Sénégal puisse s'élever. Mais comment faire pour conscientiser cette jeunesse à, on va dire, prendre à bras le corps, à s'approprier de ce référentiel pour que quand même demain ils puissent être de futurs champions nationaux? Effectivement, vous avez parlé d'appropriation et c'est fondamental. Et je crois qu'au-delà de la communication, il n'y a que l'exemple. Moi, je souscris à ceux qui pensent qu'ils verraient bien certains hauts fonctionnaires, non pas hauts fonctionnaires de l'État, mais des membres de ce gouvernement, aller par exemple dans les champs pendant les vacances ou bien pendant toute l'année. Vous savez, au Sénégal, on a un défaut. Il faut que les gens voient un exemple de réussite pour pouvoir s'approprier de cet exemple-là. Et je pense que par l'exemple et par la pédagogie, il faudra qu'on essaie de montrer les réussites s'il y en a. Ce gouvernement a enclenché une approche sur les coopératives agricoles. Et je crois que s'il y a des modèles de réussite, le premier élément qu'il faudra noter si jamais la réussite serait au rendez-vous, c'est d'abord de stopper l'exode rural. Parce que vous savez, Dakar étouffe et les ruraux ou bien les villages ont besoin aujourd'hui des bras valides et des esprits fertiles qui sont aujourd'hui à Dakar. Alors, au lieu de venir cultiver la terre, ils sont là peut-être à laver les voitures ou bien à faire les petits boulots. Mais ça, il y a un préalable. Il est vrai que si j'ai entendu tout à l'heure le Premier ministre, je pense, parler d'autoroutes, de l'eau, etc. Si on a cette bonne politique de maîtrise de l'eau et qu'on arrose le Sénégal en profondeur, les gens, déjà la souveraineté alimentaire, tant chantée, tant voulue, tant souhaitée par plusieurs générations, je crois qu'ils auront la chance de réaliser ça. Maintenant, cette jeunesse-là doit être patiente. Cette jeunesse-là doit être beaucoup plus disciplinée également. Cette jeunesse-là doit comprendre que le monde ne s'est pas fait en un seul jour. Et aujourd'hui, pour moi, si la formation est au rendez-vous, si les financements sont mieux adaptés à travers des fonds d'amorçage qu'on pourrait éventuellement octroyer à ces jeunes-là, ce serait le début. Parce que vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, le secteur primaire porte la richesse d'un pays. Et il y a ce qu'on appelle un effet de ruissellement avec des externalités positives. S'il y a une bonne récolte, au-delà de la commercialisation, mais c'est toute une chaîne qui est nourrie, c'est toute une chaîne qui peut véritablement avoir son gagne-pain dans une activité. Et ces externalités positives peuvent quand même peuvent se trouver dans un système agricole ou bien dans une nouvelle politique agricole réussie où les jeunes auront leur place. Et au-delà de cette communication, vous savez, les jeunes rêvent
de lendemain meilleur. C'est pourquoi le phénomène Barça-Balzac prend toujours de l'ampleur. Il faut savoir distribuer de l'espoir à ces jeunes-là. Et ces jeunes-là, il n'y a pas seulement les mots qui pourraient éventuellement les tenir. À ce stade-là, l'action parlera mieux que les mots. Et ces actions-là se feront à travers des exemples de réussite, tant au niveau agricole, au niveau également des industries, créer de petites industries, développer l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat, et puis faciliter l'accès au crédit à ces jeunes-là, à des taux zéro, pourquoi pas, à des taux de 1%, et beaucoup plus créer également un environnement des affaires stable, apte à pouvoir retenir des jeunes. Mais les mots ne suffiront pas. Il faut plus d'action, encore d'action et toujours des actions. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous recevoir pour décortiquer l'actualité. Monsieur Éric Ndour, on est presque au terme de cette fine actu, édition spéciale consacrée donc à ce référentiel du Sénégal 2050. Alors, est-ce que ce moment de communion a permis ce matin à l'État de redorer son blason, l'État qui a été toujours critiqué pour son manque de communication avec sa population? Aujourd'hui, quand même, ils ont parlé de ce référentiel, de cette vision pour le Sénégal. Est-ce que ce genre de communication, de communion est très essentiel entre un président et son peuple? Mais c'est à encourager, ils sont à féliciter. Il est important. On a un devoir quand même d'information. La population a besoin de savoir où est-ce que ces dirigeants-là amènent le bateau. Est-ce qu'il y a un pilote même dans l'avion? Je crois que c'est un exercice qu'il faudrait répéter au moins chaque mois pour permettre quand même à tous les acteurs de la vie économique de ce pays-là d'avoir la bonne information, de rassurer également ceux qui vivent au Sénégal et nos frères et sœurs de la diaspora. Et c'est à encourager parce que c'est important que ce cordon ombilical qui relie ceux qui nous administrent et les administrés, ce cordon ne doit pas être rompu. Et à chaque fois, on dit peut-être l'information elle est kérab, mais ce gouvernement doit pouvoir toujours distribuer cette information-là et nous dire où est-ce qu'ils ont trouvé le pays, est-ce que l'espoir reste permis, et je crois que c'est important quand même, c'est à féliciter, à encourager, et même au-delà du président de la République, les ministres devaient pouvoir même faire cet exercice-là, parce qu'on a quand même des secteurs qui méritent quand même un suivi et qui mérite quand même qu'on puisse avoir beaucoup d'informations. Je dis c'est le secteur énergétique, c'est le secteur primaire, pêche et agriculture, comme c'est le secteur de l'éducation, enseignement supérieur, éducation nationale en cette période. Donc oui, je suis pour à ce que cet exercice-là soit encore renouvelé pour permettre à cette population-là de savoir ce qui se passe réellement dans ce pays. Et nous, on va renouveler cet exercice autant de fois que ça le fera avec en tout cas l'actualité. Merci, on a survolé un peu, en fait, on n'a pas tout dit, mais comme c'est un peu le temps qui nous est compté. Mais on va rééditer l'expert comme on dit, parce que quand même, ce matin, ils ont parlé de beaucoup de choses, avec ce référentiel, avec les 4 grands axes là, qu'on va peut-être en parler dans une autre émission, toujours avec vous, notre chroniqueur maison. En tout cas, quand il y a l'actualité, vous êtes là. Merci d'être passé pour ce moment de débriefing pour ce référentiel le Sénégal 2050. Et comme vous l'avez dit également, on pense que l'espoir peut être permis avec... L'espoir peut être permis parce que déjà, le Premier ministre, il a un peu imagé son programme en parlant de baobab avec la racine, le tronc. Bien enraciné. Voilà, bien avec le tronc, les branches et les feuilles. Et nous espérons bien entendu que les fruits vont confirmer la promesse des fleurs, Inch'Allah. Merci beaucoup Éric Ndour, spécialiste maison, économiste également. Et merci également à vous d'avoir suivi cette émission Éco-Fine consacrée spécialement à ce référentiel au Sénégal 2050. On espère que le Sénégal sera juste, prospère et souverain. Rendez-vous très bientôt sur Ecomédia TV pour parler d'autres actualités, toujours avec notre chroniqueur spécialiste maison, M. Éric Ndour. À très bientôt.